Sénateur Francis, merci. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui au sujet du 9e rapport du Comité des peuples autochtones qui porte sur les subdivisions A et B de la section 3 de la partie 4 du projet de loi C-32, à savoir la loi de mise en œuvre de l'énoncé économique d'automne de 2022 qui abroge la loi sur la gestion des terres des Premières Nations et contient des dispositions transitoires liées à l'adoption de l'accord cadre et apporte des modifications corrélatives à d'autres lois. Comme l'a dit la sénateur Patterson hier, le 17 novembre, le Sénat a adopté un ordre de renvoi chargeant notre comité d'examiner cette question et de faire rapport au plus tard le 5 décembre. Le sous-comité du programme et de la procédure a accepté de commencer la préétude la semaine suivante. Le 22 novembre, nous avons entendu le Conseil consultatif des terres et le Centre de ressources en gestion des terres des Premières Nations qui aident les Premières Nations à mettre en œuvre leur régime de gestion des terres. La semaine suivante, le 30 novembre, nous avons entendu les ministres Haidju et Miller ainsi que des représentants du ministère. Après, le comité a donné des instructions de rédaction aux analystes afin qu'un rapport puisse être rédigé et traduit en l'espace de 3 jours. Notre comité a pour habitude d'inviter les titulaires de droit ou les témoins qui sont directement touchés par la législation que nous examinons. Malheureusement, aucune des Premières Nations invitées n'était disponible pour comparaître dans le cadre du projet de loi. Nous n'avons pas non plus eu suffisamment de temps pour prendre contact avec d'autres personnes pour qu'elles puissent nous répondre. Cela dit, nous avons reçu un mémoire de la Première Nation Gambler le 28 novembre. Nous avons reçu, le 1er décembre, le Comité des peuples autochtones a reçu une demande de comparution de la part de Manitoba Kiwati-Nowi Okimakanak, MKO. Comme il n'était pas possible de prévoir une autre réunion pour entendre l'organisation et respecter la date butoir pour la présentation du rapport, le sous-comité de l'ordre de la procédure a immédiatement convenu d'inviter MKO à présenter un mémoire au plus tard le 4 décembre, dans le cadre de l'étude préalable. Nous avons également recommandé que MKO prenne contact avec le comité des finances. Et je pense que ça a été fait. L'incapacité du comité à entendre MKO ne devrait pas être interprétée comme un manque de volonté ou de désir de la part du comité des peuples autochtones, car nous voulons entendre les communautés et les organisations autochtones qui ont des recommandations à formuler. Je peux affirmer que le comité des peuples autochtones et le sous-comité de la procédure s'est engagé à veiller à ce que les diverses expériences des parties prenantes soient prises en compte. Nous avons pour priorité d'inviter les communautés des organisations et les autochtones concernés. Je suis président et j'ai informé le Sénat le 6 décembre que le 9e rapport avait été déposé auprès du greffier et j'ai proposé qu'il soit inscrit à l'ordre du jour le lendemain. Comme le rapport ne reflète pas toutes les preuves reçues, nous avons choisi cette option pour que les sénateurs puissent s'exprimer sur le mémoire soumis par MKO et sur les autres questions pertinentes. Je tiens à remercier la sénateur McCollum d'avoir fourni un résumé complet des préoccupations ainsi que des recommandations soulevées par MKO. Je voudrais remercier la sénateur Patterson, d'autre part, car elle a contribué, elle a clarifié les contraintes auxquelles le Comité des peuples autochtones était confronté. Je ne vais pas répéter les propos de ces sénatrices, mais j'encourage tous les sénateurs à lire les discours et les témoignages qui ont été reçus par le comité sur le projet de loi C-32. J'espère que les membres du comité des finances auront l'occasion d'entendre directement MKO et les autres personnes concernées au sujet de l'accord cadre. Je voudrais répéter certains des commentaires qui ont été formulés par le sénateur Patterson. Il est troublant que les contraintes de temps et parfois les défis techniques empêchent les comités d'entendre directement les Premières Nations et les autochtones. Je comprends que nous avons un nombre limité de jours de séances chaque année. Je comprends également que
que nous devons trouver des moyens de travailler de façon efficace. Par contre, nous sommes responsables de nous assurer que les voix des personnes marginalisées et sous-représentées sont effectivement entendues et prises en ligne de compte. Par conséquent, nous devons faire tout notre possible pour nous assurer que les textes de loi que nous adoptons atteignent les objectifs visés. Les autochtones disent souvent « rien sur nous sans nous ». Et ça nous rappelle que la participation pleine et entière est nécessaire à toutes les étapes des processus. On ne peut pas toujours garantir que tout le monde aura voix au chapitre, mais nous devons en faire notre priorité. Nous ne pouvons pas non plus oublier que les témoins qui comparaissent devant nos comités n'ont souvent pas les mêmes ressources que les ministères, par exemple. Pour ce qui est des peuples autochtones, je peux vous dire qu'ils sont très intéressés à comparaître comme témoins et ils veulent aussi fournir des documents lorsque nous examinons des textes de loi. Par contre, chaque jour, nos peuples et nos communautés doivent réagir à des besoins urgents sans disposer de suffisamment de ressources financières, de personnel et de ressources. Quand on ajoute le manque de temps pour se préparer, ça ne devrait étonner personne que la participation au processus parlementaire n'est pas toujours la priorité. Je le sais parce que j'ai été chef de ma collectivité pendant plus de 10 ans. Lorsqu'on est tiré dans différentes directions, on n'a souvent pas le choix et il faut répondre aux besoins immédiats de nos collectivités. Une semaine ou deux, ça ne suffit tout simplement pas pour nous assurer que les autochtones, les organisations et les autres personnes concernées puissent avoir le temps de faire un examen conscient, informé et engagé. Et on ne devrait pas s'y attendre. Ce fardeau ne devrait pas être imposé à ceux qui ont le plus à perdre de nos décisions et qui n'ont pas suffisamment de capacité pour mener à bien les analyses en temps voulu. N'oublions pas que notre institution, nos pratiques et nos horaires ne correspondent pas toujours aux réalités des autochtones et des autres groupes racialisés ou marginalisés. Il faut qu'on travaille de façon constructive, mais au-delà de ça, il faut qu'on reconnaisse les obstacles à leur participation pour pouvoir les aider à surmonter ces obstacles. Autrement, nous courons le risque de continuer à prendre des décisions de façon unilatérale, sans prendre en compte l'opinion de ceux qui sont visés par nos décisions. Ce n'est pas ce qu'on veut. J'espère que nous pourrons entamer de nouvelles discussions afin de promouvoir des approches plus inclusives et plus sensibles à la culture. Je vous remercie.